Bonsoir Paris. J'ai un chapeau chinois, un boubou malien, un gilet jaune français dédicacé par les zapatistes, un sac mexicain qui contient un boomerang australien. J'ai les 5 continents avec moi et même pas peur du ridicule. Je suis bisounours. Y a-t-il des gilets jaunes dans la salle? Ouais. On veut tout. On lâche rien. Y a-t-il des rebelles d'Extinction Rébellion dans la salle? Ouais. Extinction Rébellion. Qui a levé la main 2 fois? Personne? C'est pas grave. Ah, si, bravo. Et si vous n'avez pas levé la main, ne vous inquiétez pas, vous êtes parfaitement les bienvenus quand même, bien au contraire. Hein. Moi, je vais essayer de ne pas trop lever la main pour ne pas perdre mes anti-sèches qui sont là. Je ne vais pas faire comme Charlie Chaplin dans les temps modernes, vous savez. Alors, c'est utile quand même. Hein. Ce soir, vous allez assister à un duel. D'un côté, Bisounours et les 5 continents. De l'autre, l'hégémonie culturelle du capitalisme. C'est-à-dire toutes les idées bien ancrées qui font que les classes populaires, les classes moyennes, les classes supérieures aussi, en fait tout le monde quoi, adoptent les intérêts des possédants. Par exemple, des idées bien ancrées comme tout travail mérite salaire, le travail c'est la santé, l'oisiveté est mère de tous les vices, il y a toujours des pauvres, il y aura toujours des pauvres, une saine compétition, la concurrence permet d'avoir des produits moins chers. Ce genre de choses. Peut-être vous vous êtes dit en écoutant ça, ben oui, bien sûr. Oui, les 5 continents et moi, on ne sera pas trop pour bouger l'hégémonie culturelle du capitalisme. Mais heureusement, j'ai convoqué aussi plein de gens pour m'aider. Vous êtes bien installés? Oui? Oui. Alors c'est parti. Peu avant sa mort en 2012, Raymond Aubrac, un résistant de la Seconde Guerre mondiale, a dit à des jeunes ceci. Vous devez savoir, vous les jeunes, que nous nous battions pas seulement contre l'envahisseur nazi, mais aussi pour le programme du CNR. Ce qu'il vous manque à vous les jeunes d'aujourd'hui, c'est un projet utopiste pour le XXIe siècle. Voilà, le CNR, le Conseil national de la résistance. C'est à lui qu'on doit le régime des retraites et la sécurité sociale. Et oui, avant 1945, avoir un revenu quand on est trop vieux pour travailler ou trop malade, c'était une utopie. Eh bien, ce soir, je vais vous proposer une utopie pour le XXIe siècle, le monde de Bisounours. Et pour ça, on va faire des maths, de l'anglais, de l'espagnol, du latin et même du chinois. Et on va chanter aussi. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je vous distribue les chansons. Et pour commencer, parlons de politique et du résultat des érections pestilentielles. Ça pue un petit peu cette année, vous ne trouvez pas? Oui. Et même un gros peu. C'est Coluche qui appelait ça les érections pestilentielles. C'était un visionnaire. Et on l'a eu ni à droite, ni à gauche, mais bien au centre, dans la fente prévue à cet usage, comme disait Père Desproges. Savez-vous de quoi les partis de gauche ne sont pas l'incarnation de cette citation? L'humain sage apprend de ses erreurs, l'humain plus sage apprend des erreurs des autres. Elle est du philosophe chinois Confucius. Oui, croyez-moi, il avait oublié d'être con, lui. Non, les partis de gauche sont partis divisés comme en 2017 et on s'est payé un duel Macron-Le Pen comme en 2017. Ils sont plutôt l'incarnation de cette citation de Albert Einstein. C'est de la folie de penser qu'en faisant tout le temps la même chose, vous pouvez obtenir des résultats différents. Macron et Le Pen, ils sont encore jeunes, ça peut durer longtemps. Et moi aussi, je suis encore jeune. J'ai participé à l'élection. J'ai créé le site bisounours2022.fr. Oups. C'est un vrai site, hein, visitez-le. Pas maintenant, je vous le rappellerai plus tard. J'ai fait une campagne sur les réseaux sociaux qui n'a pas trop marché en vrai. Hein.
Alors je me suis lancé dans la vraie vie avec un premier discours la veille du second tour devant le BHG à Paris. Là, j'ai eu du succès. Et il faut dire que je bloquais la rue de Rivoli avec ma voiture. Quand les policiers m'ont évacué manu militari, j'ai été très applaudi. Ça s'est fini pas trop bien pour moi, hein. J'ai passé la soirée en garde à vue et le lendemain, on m'a placé en hôpital psychiatrique. Mais, oublions tout ça. Revenons aux érections pestilentielles. Coluche a dit autre chose. Il a dit, si voter changeait quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit. C'est drôle parce que Noam Chomsky, un anarchiste états-unien, a dit exactement la même chose. Il a dit, if voting could actually change anything, it would be illegal. Ça veut dire la même chose. Voter ne suffit donc pas. Alors, que faire? Moi, je continue avec mon site, bisounours2022.fr. Mais pas que. Je fais ça en m'amusant, mais je ne fais pas ça pour m'amuser. Avez-vous confiance dans l'avenir? Moi, bof, oui, mais pas grâce à nos hommes politiques, bien au contraire. Vu la façon dont le locataire de l'Élysée a trahi la Convention citoyenne pour le climat, moi aussi je trahis des inquiétudes pour les générations futures. Cela dit, les générations futures, elles avaient qu'à être là avant. C'est Pape 40 qui dit ça. Vous savez, le pape de l'Église de la très sainte consommation, sa devise, travaille, obéis, consomme. Je peux tromper ça. Travaille, obéis, consomme et ferme ta gueule. Non, la dictature c'est ferme ta gueule, la démocratie c'est cause toujours, comme a dit Coluche. Travaille, obéis, consomme et cause toujours. Ça donne des envies de faire un peu la révolution quand même, non? Qu'en disent les zapatistes? Les quoi? Les zapatistes sont des Mexicains mayas qui ont fait la révolution chez eux en 1994 en boutant le capitalisme hors du Chiapas, une région grande comme la Belgique. Et ça tient toujours. Et en 2021, les zapatistes sont venus en Europe à l'occasion du 500e anniversaire de la chute de l'Empire aztèque, devant les troupes espagnoles. Pour une revanche? Non. Pour une invasion? Oui. Mais c'était une invasion consensuelle. Les zapatistes sont venus pour rencontrer celles et ceux qui ont entendu les douleurs de la terre. C'était le voyage pour la vie. Bon, bref, ils disent quoi les zapatistes? Ils disent « Votez, ne votez pas, on s'en fout, mais organisez-vous. » Ah oui, c'est comme vous, mesdames, vous n'avez pas eu le droit de vote en votant. Cela dit, les zapatistes ne disent pas que ça. La première délégation est venue en bateau, 5 semaines de traversée. Si on leur avait interdit de débarquer à cause du Covid ou d'un problème de visa, alors IL aurait déployé une grande banderole devant leur bateau avec juste un seul mot. Despertade. Ça veut dire réveillez-vous. Les zapatistes ne veulent pas qu'on s'organise pour faire la révolution, mais pour un grand réveil. J'appelle ça la réveillution. J'en ai fait toute une chanson, mais voici un extrait. Allons, enfants de la planète, le jour de l'espoir est arrivé. Aux arbres citoyens, éteignez la télé. Humains, humains, réveillez-vous, créons un nouveau monde. Quelques mots sur moi qui vous appellent à vous organiser pour la réveillution. Je suis un chômeur reconnu handicapé suite à 2 burn-out. Le premier comprenait une chute de 8 mètres et 13 côtes cassées. Je ne savais même pas qu'on en avait autant. Depuis, je suis diagnostiqué bipolaire par un psychiatre et schizophrène par Pierre Desproges. Il a dit quoi, Pierre Desproges? Il a dit, si vous parlez à Dieu, vous êtes croyant. S'il vous répond, vous êtes schizophrène. Moi j'ai une variante. Dieu ne me répond pas, hein, mais parfois il me parle. Par ailleurs, je suis un ingénieur diplômé d'une école généraliste et d'une école de commerce, mais j'ai presque tout oublié. Un ingénieur spécialiste, c'est beaucoup sur peu de choses.
Un ingénieur généraliste, c'est peu sur beaucoup de choses. Moi, je suis un ingénieur généraliste dégénéré, c'est-à-dire que je sais presque rien sur presque tout. Je suis un ingénieur dégénéraliste. Et puis, je suis un rebelle de Extinction Rebellion. Je me suis fait dégager manu militaire par la police 10 fois. Mais j'ai peu trop à me plaindre. C'est plutôt les policiers qui étaient à plaindre parce qu'ils devaient me porter et je pèse quand même pas loin du quintal. Un gros bisounours. Et puis, je suis un gilet jaune depuis le 150e anniversaire de la Commune de Paris. Si un jour on me demande ce que je préfère entre les gilets jaunes et Extinction Rebellion, je répondrai « Et toi, tu préfères ta jambe gauche ou ta jambe droite ?» Et puis regardez, j'ai des cartouchières. Et il y a des cartouches. Mais ce ne sont que des cartouches d'amour. Parlons maintenant du monde de Bisounours. C'est quoi le monde de Bisounours? Ça tient en 4 mots. Coluche a dit « Il y a 3 millions de chômeurs qui veulent du travail. » C'est pas vrai. De l'argent leur suffirait. Moi, je dis, il y a 10 millions de pauvres qui veulent de l'argent. C'est pas vrai. De la gratuité leur suffirait. Le premier mot, c'est gratuité. Le deuxième mot est donné par Jean-Jacques Rousseau. Il a dit, les vrais besoins n'ont jamais d'excès. Le deuxième mot, ce n'est pas jamais d'excès, mais tout comme c'est sobriété. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché. Avec le premier mot, ça fait la gratuité des vrais besoins en quantité sobre mais suffisante. Eau, alimentation, logement, vêtements, communication, transport, culture, santé, éducation, etc. Le troisième mot est donné par le poète libanais Khalil Gibran. Je crois qu'il est là. Khalil Gibran. Il a dit « L'échange peut conduire certains à l'avidité et d'autres à la famine s'il n'est fait avec amour et bienveillance. » Le troisième mot, c'est donc amour ou au moins bienveillance, vouloir du bien à l'autre dans la relation. Le quatrième mot, celui qui compte double, c'est participation. Participation à quoi? Au bien commun, c'est-à-dire travail. Combien de temps par semaine? 35 heures? 32 heures? Non, beaucoup moins. En 1930, l'économiste britannique John Maynard Keynes a prédit qu'on travaillerait seulement 15 heures par semaine en l'an 2000 grâce aux gains de productivité. 15 heures par semaine. Et ces gains ont dépassé tout ce qu'il aurait pu imaginer. Alors on peut travailler moins encore. On travaille combien de temps dans le monde de Bisounours? 10 heures par semaine. Fini les longues journées à enrichir le 1% plus riche. À nous les week-ends de 5 jours pour s'occuper des enfants, des vieux, des animaux, voir ses amis, des expos, apprendre des langues, lire, cultiver son jardin, etc. Mais attention, ce n'est pas 10 heures à faire du fichier Excel ou PowerPoint en télétravail. Hein. C'est 10 heures à produire les besoins de base. Il en faut... Non, c'est pas ça. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Il n'y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pareil, il n'y a pas de ce métier, moi je fais des trous dans des billets. Avec la gratuité, il y aura peut-être encore des billets gratuits, mais il n'y aura plus de trous, c'est sûr. Hein. Et tant mieux, parce que, à vrai dire, même seulement 10 heures par semaine, j'ai pas trop envie de faire des trous dans des billets. Par contre, planter des oignons ou des patates, oui, et je l'ai déjà fait. Savez-vous d'où vient le mot travail? Bien. Qui veut dire? Bien. Le mot travail vient du latin trepalium, qui veut dire torture. Ce n'est pas étonnant qu'on appelle salle de travail le lieu où les femmes accouchent. Hein. D'autres disent que le travail est ce que l'humain a inventé de mieux pour passer à côté de sa vie. Bref, le temps c'est de l'argent, alors prenez-le. Travaillez moins pour vivre plus. Travaillez moins pour polluer moins. Travaillez moins pour travailler tous. Travaillez moins pour participer aux affaires publiques. Oui, démocratie directe. C'est ça aussi la participation. C'est pour ça que le mot compte double.
Et si on aime son travail, alors on peut travailler plus que 10 heures par semaine, bien sûr, puisque ce n'est plus tout à fait du travail. C'est encore Confucius qui l'a dit. Je suis sûr que vous connaissez. Ça veut dire, ceux qui savent faire ne sont pas aussi bons que ceux qui font bien. Ceux qui font bien ne sont pas aussi bons que ceux qui font dans la joie. Et en français, c'est devenu, choisissez un métier que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Il y a quand même un certain travail d'interprétation. Et voilà. Gratuité des besoins de base en quantité sobre mais suffisante. Participation au bien commun 10 heures par semaine. Participation aux affaires publiques. Bienveillance. C'est ça le monde des bisounours. Voilà. Utopique? Oui, justement. Mais l'utopie ne signifie pas l'irréalisable, mais l'irréalisé. L'utopie d'hier peut devenir la réalité d'aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Théodore Monod. La sécurité sociale, c'était une utopie il y a 80 ans, et maintenant c'est la réalité. Mais la sécurité sociale ne concerne pas l'alimentation ni le logement. J'ai une amie dont le rêve est d'acheter un petit appartement pour elle et ses 2 loulous. Je trouve ça tellement triste. Le logement est un besoin de base et il devrait donc être gratuit pour que les rêves soient bien plus beaux. Faire le tour du monde à la voile, apprendre l'arabe et le chinois, voir les manuscrits de Tombouctou, ce genre de choses. Certains fous dangereux rêvent de terraformer Mars. De quoi? Terraformer Mars, c'est-à-dire rendre Mars habitable. Elon Musk. Moi, mon rêve, c'est qu'il y ait des humains qui sabrent le champagne pour fêter la fin de la dangerosité des déchets nucléaires dans 21,4 millions d'années. Rappelons ici que l'humanité n'a que 0,2 millions d'années, soit 100 fois moins. Actuellement, les déchets nucléaires, on a de quoi faire une pyramide dans laquelle on pourrait mettre la tour Eiffel, rien qu'en France. Mais, fermons cette parenthèse et revenons au monde du bisounours, il commence à exister en vrai. Oui, avec les épiceries coopératives en France. Les coopératrices sont à la fois des clients, des employés et des copropriétaires. En travaillant 3 heures par mois, on a accès à des produits de qualité moins chers. Si on travaillait non pas 3 heures par mois, mais 10 heures par semaine, je suis sûr qu'on pourrait avoir les besoins de base gratuits. En tout cas, c'est le cas chez les zapatistes au Mexique. Là-bas, les élus, les profs, les médecins et les coopératrices sont payés 0. Mais tout ce qui est produit par la communauté est partagé entre tous. Et en France, il y a l'association MOSICA. MOSICA, le mouvement pour une civilisation consciente et autonome. La vision de MOSICA, c'est un monde sans argent. On peut vivre sans argent? Oui, en travaillant 10 heures par semaine à produire des besoins de base, pour faire partie d'une communauté qui, en retour, satisfait vos besoins de base. L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres. Alors apprenons à vivre sans lui. Dans le monde du bisounours, pas d'argent. Donc, pas de corruption, pas d'impôts, pas de loyer, pas de trafic, pas de spéculation, pas de compétition, pas de publicité, pas de mercenaires. Devenons tous des MOSI-camarades. Remplaçons le pouvoir d'achat par le pouvoir de vie. Passons d'une société de l'échange à une société du partage. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Vandana Shiva, une société construite sur le consumérisme, c'est l'enfer. La vraie utopie, c'est ça. L'utopie a changé de camp. Est aujourd'hui utopiste celui qui croit que tout peut continuer comme avant. Pablo Servigne. Voulez-vous savoir où va le monde? Très bien, alors attachez vos ceintures, nous partons. Mais d'abord, je dois faire une petite transformation. Et voici le chef de cabine bisounours. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de ce vol Air France
à destination de l'année 2050. L'équipage, Extinction Rébellion, va vous présenter les démonstrations de sécurité. Vous pouvez dès à présent enlever vos manteaux et enfiler shorts et maillots de bain, car la température à destination pourrait atteindre 55 degrés à l'ombre, selon Météo France et le CNRS. Actuellement, le temps est clair et le ciel bien dégagé. En effet, 30% des oiseaux et 80% des insectes volants ont été exterminés ces 30 dernières années. Si vous vous sentez à l'étroit sur votre siège, pensez à ces pauvres poules élevées en batterie. Il y en a plus de 20 milliards sur Terre. 70% des oiseaux sont des poules. Vous êtes invité à bien vous pencher si vous espérez apercevoir quelques animaux sauvages. Ils ne représentent plus que 4% de la biomasse des vertébrés terrestres. Et surtout, penchez-vous dès maintenant, car l'ONU estime qu'une espèce vivante disparaît en moyenne toutes les 8 minutes. Hop, disparu. Sur votre droite, vous pouvez admirer le continent de plastique, qui est aussi grand que 3 fois la France. À notre arrivée en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Chaque semaine, nous ingérons 5 grammes de plastique, l'équivalent d'une carte de crédit. Pour que vous ayez votre dose quotidienne, votre plateau repas est intégralement emballé de cellophane. C'est bon. Nous demandons à chacun de bien vouloir rester assis et de bien la boucler tant que le signal lumineux « L'important, c'est la croissance » est allumé, c'est-à-dire tout le temps. Le manque d'eau et les risques de famine à l'arrivée pouvant provoquer des turbulences. Vous trouverez en face de votre siège un sac à dos. En cas de dépression écologiste, des masques à gaz hilarants tomberont automatiquement au-dessus de vous. Si vous comptez vous rendre à New York, Jakarta ou d'autres villes côtières, pensez à prendre le gilet de sauvetage qui se trouve sous le siège devant vous. Il vous sera utile compte tenu de la montée des eaux. L'équipage distribuera également des badges. C'est pas moi, c'est les Chinois, même s'ils consomment 2 fois moins que moi. En cas de crash de notre système, rappelez-vous que l'évacuation se fera par où vous pourrez et dans le plus grand désordre. Commencez à y réfléchir dès maintenant. Il n'y aura malheureusement de parachute que pour les 1% voyageant en première qui ont eu les moyens de se payer un bunker en Alaska ou en Nouvelle-Zélande. Rappelez-vous qu'il est toujours temps de prendre les commandes pour atterrir en douceur, comme l'ont fait les passagers Gandhi et Martin Luther King avant nous. Les solutions sont en nous. N'hésitez pas à consulter la notice de sécurité remise par notre équipage qui va passer maintenant parmi vous. Extinction Rébellion vous remercie pour votre attention et espère vous revoir bientôt. Je ne vais pas remettre tout mon costume, mais j'enlève ça quand même parce que sinon je ne peux pas mettre les anti-sèches. Mais je trouve que je fais trop sérieux comme ça. C'est mieux, non? J'aurais peut-être dû mettre ça avant. Ah. Est-ce que vous pouvez faire passer derrière? Ah, c'est pour Pascal. Peut-on faire confiance aux hommes politiques pour éviter le pire? Eh bien non, dommage. Et je le prouve. Fin 2021, en Suisse, peut-être le pays le plus démocratique du monde, un papa inquiet pour ses enfants à cause du dérèglement climatique, Guillermo Fernandez, a fait une grève de la faim. Pour que la Suisse cesse de détruire l'environnement et le climat? Non, juste pour que les parlementaires suisses se forment aux enjeux climat-énergie. Est-ce qu'il est mort? Non, mais il a perdu 20 kilos. Au bout de 5 semaines, 39 jours, le gouvernement s'est décidé
a organisé une formation 6 mois plus tard pour tous les parlementaires sur la base du volontariat. La formation a eu lieu. Seulement un tiers des parlementaires suisses l'a suivi. En somme, on est sur le Titanic qui fonce vers l'iceberg et il faut se mettre en grève de la faim 5 semaines pour obtenir que l'équipage daigne regarder devant le bateau ce qui se passe, dans 6 mois peut-être. Et en réalité, on a déjà touché l'iceberg. Il n'y a rien à attendre des hommes politiques. D'ailleurs, Coluche le disait déjà. Il disait, ça doit être un métier difficile ça, les hommes politiques. Pas du tout, les études c'est très simple, tu fais 50 droits, tout le reste de travers. Et pourtant on n'en manque pas. Et pourtant on n'en manque pas, les hommes politiques c'est un peu comme les trous dans le gruyère. Plus il y a de gruyère, et plus il y a de trous, et puis plus il y a de trous, ben moins il y a de gruyère quand même. Hein. Et justement le gruyère c'est suisse. Et en France. La formation obtenue par Guillermo Fernandez durait une journée et concernait tous les parlementaires, alors que l'actuel locataire de l'Élysée n'a donné que 30 minutes à Valérie Masson-Delmotte pour expliquer le rapport du GIEC au seul ministre. De plus, il assimile le refus de la 5G au retour à la lampe à huile. Quelle macronerie! Cet iPhone n'a que la 3G, il ne ressemble pas à une lampe à huile. Ou alors celle d'Aladin peut-être. Son prédécesseur a envoyé 2000 CRS à l'assaut de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'était l'opération César. Mais les zadistes ont résisté. Ils ont contre-attaqué. Et ils l'ont bien niqué. C'était l'opération Astérix. Avec Hollande 2, il ne fallait pas croire Hollande 2 main qui chante. Leur prédécesseur a créé la Société du Grand Paris qui bétonne à Tour de Brogne et de France. Chef, l'autonomie alimentaire de l'Île-de-France n'est que de 2%. Et la réserve de 3 jours, qu'est-ce qu'on fait, chef? Eh bien, on bétonne pour spéculer, pardi. Ah oui, pour se payer une Rolex. Parce que si t'as pas une Rolex à 50 ans, t'as raté ta vie. C'est quoi une Rolex? C'est un objet suisse, qui se bouffe pas, qui est hors de prix, qui est obsolète et carrément ringard. Travailler plus pour se payer une Rolex, quelle sarconnerie. Non, croyez-moi, le gouvernement le meilleur est celui qui ne gouverne pas du tout, comme a dit Henri-David Thoreau, le père de la désobéissance civile. Ou alors, comme chez les zapatistes, el pueblo manda, el gobierno obedece. Le peuple commande et le gouvernement obéit. Mais ce n'est pas ce qui se passe ici. Alors, disant comme les zapatistes, lors de la révolution de 1994, ya, basta, ça suffit, et bloquant les bétonneurs. Et maintenant, les travaux pratiques. Savez-vous pourquoi on bétonne à Gonesse, à Saclay et ailleurs, alors qu'il y a plus de logements vides en Île-de-France que de personnes SDF dans toute la France? Oui, 400 000 logements vides en Île-de-France et 300 000 personnes SDF dans toute la France. Mais c'est pas pour les personnes SDF ces logements, non, c'est de la spéculation. Encore le fric, un mètre carré constructible vaut 100 fois plus qu'un mètre carré agricole. Ça fait briller les yeux des spéculateurs. Voulez-vous savoir comment on bloque un chantier? Il faut se lever à Pautron-Minet pour être sur place avant les bétonneurs. Et on fait mur avec nos corps devant les machines. On s'assoit en tailleur. Bras dessus, bras dessous avec celles et ceux qui sont à côté. Jambes dessus avec celles et ceux qui sont devant. Et ça peut être long avant que la police n'arrive, alors on peut crier des slogans. On veut des lilas, pas des gravats. On veut des pas des préfets. On veut des oiseaux, pas des autos. On veut des moutons, pas du béton. On veut des légumes, pas du bitume. On veut des jardins, pas des magasins. On veut des pommes, pas des solariums. Mieux on peut chanter. Voici une chanson qui a été faite par Camille à l'occasion de l'action bloquant la République des pollueurs le 19 avril 2019 à la Défense. Chantez avec moi si vous voulez. À tous les activistes qui bloquent la République, à tous mes frères et sœurs là assis en tailleur, ne désespérez pas,
ensemble on tiendra. Le message que l'on passe, l'histoire le retiendra. Ne désespérez pas, ensemble on tiendra. Le message que l'on passe, l'histoire le retiendra. Si bientôt on t'embarque à renfort de matraque, rappelle-toi de répéter que t'as rien à déclarer. On n'a rien de violent, on pense à nos enfants. On peut pas dire de même de notre gouvernement. Ne désespérez pas, ensemble on tiendra. Le message que l'on passe, l'histoire le retiendra. C'est vrai, le temps est long, même quand t'es dans l'action. Mais à force de se parler, ça crée des amitiés. On se connaît d'hier, et pour être sincère, je comprends à vos côtés le mot fraternité. Ne désespérez pas, ensemble on tiendra. Le message que l'on passe, l'histoire le retiendra. Je ne connais à bloquer la SOGÉ. Je réponds qu'on oublie les accords de Paris et la COP21 qui n'aboutit à rien. J'ai peur de l'aveuglement face à l'effondrement. Ne désespérez pas, ensemble on tiendra. Le message que l'on passe, l'histoire le retiendra. Je n'aurais jamais cru que pour être entendu, je bloquerai des portiques chez Total et ça clique. Je tiendrai, il le faut, aussi longtemps qu'il faut. Je ferme pas ma bouche, quitte à mouiller ma couche. Ne désespérez pas, ensemble on tiendra. Le message que l'on passe, l'histoire le retiendra. Et oui, on avait des couches pour tenir toute la journée, loin des toilettes. Et puis la police arrive. Première sommation. Veuillez regarder le trottoir. Nous allons faire usage de la force. Que la force soit avec nous, les bloquereuses. Quand les policiers commencent à intervenir, on peut chanter « Policiers, doucement, on fait ça pour vos enfants. Policiers, doucement, on fait ça pour vos enfants. » Policiers, doucement, on fait ça pour vos enfants. C'est censé les calmer, mais je ne suis pas sûr que ça marche. Et puis, quand les policiers commencent à vous soulever, il faut faire le poids mort, c'est plus dur pour eux. Il ne faut surtout pas se débattre. Ah. Si les policiers étaient aussi cool que ça à chaque fois, ça serait vraiment trop bien. Il y a un couplet que je ne chante plus. C'est celui-là. Nos copains de la police n'ont pas la vie facile. On sait qu'on les fait chier et on est désolé. Il n'y a rien contre vous. C'est l'avenir de tous. Et donc le vôtre aussi, dont nous on se soucie. Ne désespérez pas. Ensemble on tiendra. Le message que l'on passe, l'histoire le retiendra. J'ai des amis que ça fait bondir. Nos copains de la police, moi, bisounours, je suis copain avec tout le monde. Mais j'ai des amis pour qui les flics ne sont pas des copains. On sait qu'on les fait chier et on est désolé. Ben non, on n'est pas désolé en fait de défendre la vie contre l'argent. Il n'y a rien contre vous. Ben si, c'est bien à cause de la police que le système y tient. Comme je le disais déjà, il y a les riches, il y a les pauvres et la police qui a mis tout le monde à sa place. Le problème, ce n'est pas la désobéissance, c'est l'obéissance. De même, le problème, ce n'est pas la décroissance, c'est la croissance. Ce qui m'offre une transition idéale sur la croissance. La croissance. Nos hommes politiques sont obsédés par la croissance, et ça ne date pas d'hier. Et je le prouve. 1977, Valéry Giscard d'Estaing. Le progrès, c'est d'abord la croissance. 15 ans plus tard, François Mitterrand. Retourner à la croissance, c'est voir s'éloigner le chômage, toutes les formes de récession, de politique de rigueur. Outre-Atlantique, même son de cloche avec George Bush père. Il a dit « Growth is the friend of the environment ». La croissance est l'ami de l'environnement. Retour en France avec Jacques Chirac en 1996. Là, je ne sais pas l'imiter. La croissance, ce n'est pas un mythe. La croissance, il ne faut pas l'attendre, il faut la faire. Elle est entre les mains de chacun d'entre nous. Et Nicolas Sarkozy en 2011, il faut qu'on libère les forces de croissance. L'année d'après, son remplaçant a dit, il a remis une couche, il a dit « Nous avons une obligation qui est de relever très rapidement les taux de croissance ». Et maintenant, en 2019, l'actuel locataire de l'Élysée a dit « Nous devons œuvrer pour avoir plus de croissance ». Et en 2020, il a même dit « Le choix de la décroissance n'est pas une réponse aux défis climatiques ». Ah ouais? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Mais d'abord, pourquoi manque-t-il d'imagination à ce point?
Albert Jacquard a une réponse. Il a dit « La compétition sélectionne les gens les plus dangereux, ceux qui ne seront pas capables d'imagination. Nos hommes politiques sont le fruit d'une terrible compétition. Ils sont donc terriblement dangereux et dénués d'imagination. Et à cause d'eux, on passe à côté de sa vie à travailler trop et on détruit la planète. Un accident de voiture, ça fait du PIB. Couper un arbre aussi. Il est temps de changer un système qui compte la destruction de la planète pour de la création de richesse, comme a dit Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. L'astrophysicien Aurélien Barraud a dit un peu la même chose. Il a dit « Tant que l'on nommera croissance le fait de raser un espace gorgé de vie pour en faire un espace commercial, fût-il neutre en carbone, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. » C'est exactement ce qui se passe à Bagnolet. On expulse 50 chèvres pour raser la bergerie et les 55 arbres où elles vivaient, de façon à construire une école en béton sur 3 étages. Et c'est une mairie socialo-écolo qui fait ça. Leur logique, c'est ZAN, zéro artificialisation nette. On tue d'abord et ça repousse après. S'il y a des bulldozers qui écrasent des hérissons, c'est pas grave, d'autres renaîtront après. C'est leur logique. J'ai le trou. Oui, voilà. C'est quand même pratique, ces anti-sèches. François Ruffin est l'exception qui confirme la règle. Il nous explique pourquoi la croissance. Il a dit, la croissance est un instrument qui permet de reporter à plus tard le besoin de redistribution. En fait, on n'a pas besoin que le gâteau soit plus gros, il peut être réparti immédiatement. Voilà. La croissance, en fait, ça sert à maintenir les inégalités sans que la cocotte minute sociale n'explose. Il est temps d'ouvrir la cocotte minute en douceur avec la décroissance. La décroissance, ce n'est pas le retour à la bougie. Assimiler la décroissance à la récession parce qu'elle provoque une baisse de PIB est aussi absurde que d'assimiler un régime à une amputation car il provoque une baisse de poids, comme a dit Thomas Wagner de Bon Pote. Attention, maintenant on va faire des maths. Jusque-là, ça va. CO2 égale CO2. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre, 59 milliards de tonnes équivalent CO2, soit 7,5 tonnes par habitant et par an. Mais en France, on est plutôt à 11 tonnes. Les 10% plus riches sont même à 30 tonnes. Et les super riches peuvent faire 30 tonnes en une seule journée avec leur jet privé. Introduisons le PIB. Je peux faire ça parce que le PIB n'est pas nul. Non, il vaut 84 000 milliards de dollars, soit 11 000 dollars par habitant et par an. Ça, c'est l'intensité carbone du PIB. Cette équation est une version simplifiée de l'équation de Yoichi Kaya, un économiste japonais. L'équation signifie que pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, on peut soit baisser le PIB, soit baisser l'intensité carbone du PIB. Ben voilà, l'intensité carbone du PIB, c'est ça qu'il faut baisser, n'est-ce pas? On voit là une idée qu'elle est bonne. On appelle ça le découplage, la croissance verte, le développement durable. Problème, on ne peut y arriver que localement en délocalisant les usines ou ponctuellement comme lors de la pandémie. À l'échelle du monde, de façon durable, c'est impossible, c'est prouvé. La seule façon de baisser durablement et efficacement les émissions de gaz à effet de serre, c'est de baisser le PIB. C'est la décroissance, produire moins et consommer moins. Et il n'y a pas que moi qui dis ça. Il y a encore l'astrophysicien Aurélien Barraud. Il a dit « Le PIB, ce n'est pas ça qui est important dans nos vies. » Et il a dit aussi « La décroissance, je l'appelle de mes voeux. » Et je partage ce vœu. Il est temps de passer du PIB au BNB, le bonheur national brut, comme au Bhoutan. Pourquoi? Parce que désormais, la seule croissance que nous supporterons sera celle des arbres et des enfants. De combien doit-on baisser le PIB, le PIB? 5%? 10%? Des chiffres qui feraient blêmir n'importe quel ministre de l'économie, mais ils sont bien inférieurs aux besoins. La neutralité carbone, c'est 2 tonnes par habitant et par an, et on est à 7,5. On a donc divisé par presque 4, moins 70%. C'est ça l'ordre de grandeur. Et la bonne nouvelle, c'est que ça nous fait tomber sur un temps de travail de 10 heures par semaine. Y a-t-il une autre option? Oui,
il y a une autre option. Introduisons la population. J'ai multiplié par pop sur pop. Donc voilà, donc j'ai fait multiplier par 1 quoi. C'est simple, hein. Enfin, je ne sais pas si c'est simple pour tout le monde. Bon. Voilà, ça c'est le revenu par habitant. Chef, on doit baisser nos émissions de gaz à effet de serre, mais on ne veut pas changer de mode de vie. La bagnole, l'avion, une bonne côte de bœuf, Netflix, l'iPhone Z, travailler comme un fou, tout ça on veut continuer. Une bonne pandémie peut-être. Je dis ça, je dis rien. Si je dis que d'après l'ONG Oxfam, les 10% plus riches de la planète émettent la moitié des émissions de gaz à effet de serre, et les 1% plus riches émettent même 2 fois plus que les 50% plus pauvres. Et j'ai même trouvé ça ici. Le problème, ce ne sont pas les familles de 5 enfants en Inde ou en Afrique, hein. Ce sont plutôt les voitures des riches et les jets privés des super riches. Si on doit baisser la population, nous ne nous trompons pas de cible, commençons bien par les super riches. Qu'en disent les générations futures d'hier, c'est-à-dire les jeunes? Greta Thunberg a dit « The only sensible thing to do is pull the emergency brake ». La seule chose sensée à faire est d'actionner le freinage d'urgence. Il y a un freinage d'urgence? Oui, c'est la décroissance, produire moins et consommer moins. Mais personne ne veut y toucher à cause de la compétition. Tous les pays sont dans une course folle à la compétition. La compétition, c'est 2 équipes qui tirent en sens inverse sur une corde. Résultat nul, mais tout le monde est épuisé. La compétition, c'est 3, 4, 5 équipes qui bossent sur un appel d'offres et une seule retenue. Un seul résultat, et pas le meilleur, car comme l'a dit Albert Dupontel, l'intelligence se fout de la compétition. Non, la vérité est qu'on ne peut pas se payer l'effet destructeur de la compétition, comme a dit W. Edwards Deming. C'est pourquoi, dans le monde du bisounours, il y a une loi, et on a remplacé la compétition par la coopération. Nul n'est censé ignorer la loi, alors parlons de la loi de bisounours. Mais d'abord, combien de lois en France? Savez-vous combien de lois en France? Beaucoup. 10 000. Impossible de les connaître toutes. Et beaucoup sont obsolètes. La loi de 1800, qui interdisait le port du pantalon aux femmes, n'a été abrogée qu'en 2013. Mesdames, vous faisiez de la désobéissance civile sans le savoir, il est temps de faire de la désobéissance civile en le sachant. La vérité, c'est que plus il y a d'interdits et de prohibitions, plus le pays est pauvre. Plus il y a de lois, plus il y a de brigands. C'est pas moi qui le dis, c'est Lao Tse. Ça ne date donc pas d'hier. Plus proche de nous, Voltaire a dit « Ce qui m'a dégoûté de la profession d'avocat, c'est la profusion de choses inutiles dont on voulu charger ma cervelle. » Tu m'étonnes. Non, la loi de bisounours, elle tient dans la main. Juste 5 mots. Le courage, chasser la peur, soyez courageux. La générosité, chasser la cupidité, soyez généreux. L'humilité, chasser l'orgueil, soyez humble. La coopération donc, chasser la compétition, aidez-vous les uns les autres. C'est comme une barricade, on est d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas de milieu, c'est binaire. On a vu 4 mots, il en reste un, le 5e élément. Peu importe quel doigt on assigne aux 4 premiers, mais le 5e va avec le pouce. La vie nous a donné le pouce opposable pour que nous puissions tenir un stylo. C'est une même pratique pour écrire et accumuler la connaissance. La vie nous a donné le pouce opposable, mais par contre il a fallu se débrouiller pour stylo les papiers, et ça a été plutôt long. Hein. Le pouce représente la connaissance. Chasser l'ignorance et ayez soif de connaissance. Et là, c'est pas binaire. Hein. Comment? Avec l'humilité. L'humain humble apprend de tout et de tout le monde, tout le temps et partout. L'humain orgueilleux a déjà toutes les réponses. On peut apprendre la loi de bisounours dès l'école primaire. Il suffit d'un gant avec 5 doigts. Un gant avec 5 mots au bout des doigts. Hop, enfin 10 mots. D'un côté, la peur, la cupidité, l'orgueil, la compétition et l'ignorance. De l'autre côté, le courage, la générosité, l'humilité, la coopération et la connaissance. Et alors, on pourra vraiment dire « Nul n'est censé ignorer la loi » dès l'école primaire.
Pourquoi c'est important de parler de ça? Parce que, comme l'a dit le défenseur de l'environnement Gus Speth, les plus grands problèmes environnementaux ne sont pas la perte de la biodiversité, l'effondrement des écosystèmes et le dérèglement climatique. Non, les plus grands problèmes environnementaux sont l'égoïsme, la cupidité et l'apathie. C'est pourquoi il faut une transformation spirituelle et culturelle. Les apatistes disent que la cause racine du mal est le capitalisme. Malgré tout le respect que j'ai pour elles et eux, je pense que les causes racines sont la peur, la cupidité, l'orgueil, la compétition et l'ignorance. Ce sont des forces bien plus anciennes et bien plus grandes que le capitalisme. En Chine, c'est l'orgueil qui dirige, ce n'est pas le capitalisme. En Russie aussi. Est-il vrai qu'on n'utilise que 10-15% de notre cerveau? Je pense que c'est vrai. Je pense qu'il est fait pour parler et écrire 10 langues. Les animaux peuvent communiquer, aimer, utiliser des outils, apprendre, mais ils n'ont qu'une seule langue et ils n'ont pas l'écriture. Parler et écrire plusieurs langues, c'est ce qui nous distingue. Parlons et écrivons tous 10 langues. Moi, je propose arabe classique, grec ancien, latin, sanskrit et chinois et encore 5 langues de plus. Ça fait 10 langues. C'est très peu en fait. Hein. L'humanité, il y a 7000 langues. Hein. Donc 10 langues, en fait, c'est peu. Et il y a deux autres choses qui nous distinguent. Notre capacité à détruire l'environnement et notre capacité à évoluer en tant qu'espèce. Si on laissait ça tomber, hein, nous avons déjà tout ce qu'il nous faut et même bien trop. Comme a dit Antoine Saint-Exupéry, la perfection est atteinte non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. Et maintenant le mot de la fin. Mais il y en a encore quand même un peu. Hein. Que veulent les capitalistes? Une population qui bosse pour eux et qui rentre docilement à la maison pour s'installer devant la télé et écouter des mensonges. Des mensonges? Oui, car on ne peut pas dire la vérité à la télévision. Il y a trop de monde qui regarde, comme a dit Coluche. C'est pourquoi il faut éteindre la télé et se bouger. Ceux qui ne bougent pas ne sentent pas leur chaîne, comme a dit Rosa Luxembourg. Vous vous souvenez le slogan de l'église de la très sainte consommation? Travaille, obéis, consomme. Eh bien, c'est le contraire qu'il faut faire. Travailler moins, voire plus du tout. Obéir moins, voire franchement désobéir. Consommer moins et mieux. C'est-à-dire faire sécession, comme Henri David Thoreau, qui refusait de payer l'impôt levé par les États-Unis pour faire la guerre au Mexique. Ou comme ces jeunes en Chine du mouvement Tangping, ça veut dire rester couché. Ils ne veulent pas de voiture, ils ne veulent pas de bel appartement, ils ne veulent pas de belle carrière, ils ne veulent même pas d'enfants, ce qui est très triste. Ils font ça en réaction à la mode du 996, 996. C'est travailler de 9h du matin jusqu'à 9h du soir, 6 jours par semaine, comme c'est la règle dans la tech chinoise. Voilà. Il faut aider d'autres à faire sécession. En créant des cantines, en ouvrant des squats, en rachetant des fermes et en faisant des coopératives, en coordonnant des grèves de loyer. Emiliano Zapata a dit « La tierra es de quien la trabaja ». La terre appartient à qui la travaille. Moi je dis « Le logement appartient à qui l'occupe ». Créer d'autonomie pour aider les gens à faire sécession et organiser démocratiquement cette autonomie, c'est ça le message des zapatistes, autonomie et démocratie. Jean-Jacques Rousseau a dit « Quiconque veut être libre l'est en effet ». Alors qu'est-ce qu'on attend? Et maintenant, le résumé du show. Comme promis, on a fait des maths, de l'anglais, de l'espagnol, du latin et même du chinois. On a chanté, et c'est pas fini. On a entendu des mots d'un tas de gens, dans Confucius, Lao Tzu, Rousseau, Voltaire, Vandana Shiva, Greta Thunberg, Rosa Luxembourg, Emma Goldman, et de 9 hommes politiques, dont Coluche. Oui, Coluche était un homme politique. C'était même le plus grand. Pourquoi? Parce qu'il avait du cœur. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux, comme a dit le renard du Petit Prince. Quel est le message? 1. Il nous faut une révolution. Pour cela, votez, ne votez pas. On s'en fout, mais organisez-vous.
Comme a dit Eugène Potier dans l'International, producteur, sauvez-vous vous-même. Comme a dit Gandhi, be the change you want to see in the world, soit le changement que tu veux voir dans le monde. 2. Les hommes politiques sont obsédés par la croissance et ils n'ont aucune imagination et ils l'ont prouvé eux-mêmes. 3. Il n'y a rien à attendre d'eux, comme l'a prouvé la grève de Guillermo Fernandez ou encore la destruction de la bergerie de Malassis par une mairie socialo-écolo. 4. Il nous faut une décroissance radicale et j'ai prouvé avec l'aide de Yoichi Kaya. 5. Il nous faut une transformation culturelle, la loi de Bisounours. Courage, générosité, humilité, coopération, soif de connaissance. Quelle est l'utopie? Le monde de Bisounours. Gratuité des besoins de base en quantité sobre mais suffisante. Participation au bien commun 10 heures par semaine. Participation aux affaires publiques. Bienveillance. Et voilà, le duel est terminé. Qui a gagné? Bisounours, qui n'a plus les 5 continents, ou l'hégémonie culturelle du capitalisme. Voilà, c'est tout pour l'instant. Mais Un ours bipolaire en colère, c'est aussi un livre. C'est mon parcours pour arriver jusque-là. Et c'est bien sûr aussi le site web bisounours2022.fr. Hein, vous y trouverez un autre livre, un livre sans titre, un livre mystère. Et vous y trouvez aussi 15 luttes passées. Et puis, tiens, tout à fait chapeau.